Mais je dis, pour le Premier ministre, on l'a déjà dit, ce monsieur, il ne sait pas quel est son rôle. Il est là, c'est un figurant. Chaque fois qu'il va intervenir pour répondre, défendre certaines situations, s'expliquer sur certaines situations qui frappent le peuple, il ne dit que des bêtises. Par contre, il est le champion, le premier à proclamer qu'il faut qu'en 2026, on réélise le président, l'homme providentiel et qui gouverne le Congo à merveille. Il faut qu'il reste le plus longtemps possible, mais pour faire souffrir davantage les Congolais. Ou Oui, mais en quoi il est Jean-Pierre Agnangoy, providentiel? pardon. Jean-Pierre Agnangoy, est-ce qu'on peut voir les choses autrement? Ou peut-être que c'est sorti, je parle bien d'Anatole Makosso, est-ce que ce n'est pas non plus une façon d'inviter le peuple congolais à prendre ses responsabilités? Parce qu'on ne peut pas venir provoquer une population comme ça tout le temps et puis voilà, sous prétexte qu'on est incompétent ou est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de vouloir pousser la population à une révolte, par exemple? Et c'est là que j'allais poser la question de savoir aussi, qu'est-ce qui peut expliquer ce mutisme au niveau de la population congolaise, malgré tout ça, tout ce qu'on est en train de voir, ces provocations? Moi, j'appelle ça des provocations. Ben, Christian, si je ne pense pas que dans la tête du Premier ministre, même si je crois sur votre plateau, il y a une fois, j'avais déjà dit, ça n'engage que moi, que c'était le plus médiocre de nos premiers ministres. Et très récemment, j'ai encore entendu un autre concitoyen utiliser ce terme sur les réseaux sociaux. Nous sommes peut-être déjà deux à considérer que nous avons là affaire à un premier ministre des plus médiocres, sinon le plus médiocre de notre histoire. Donc, je pense que quand il fait ces déclarations, il n'est pas conscient de ce que ça peut provoquer comme effet au niveau du peuple qui l'écoute. C'est son incompétence, c'est son inconscience qui l'amène à faire de telles déclarations. Mais c'est plutôt notre peuple aussi qui tolère l'intolérable. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7 et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir que je vous invite dès lors à partager massivement après avoir liké s'il vous plaît, en cliquant sur le petit pouce levé juste en bas de cette vidéo. Vérifiez bien si vous êtes encore abonné, sinon je vous y invite encore pour être prévenu de toutes nos prochaines production. C'est de cette manière que vous nous aiderez, bien entendu, à améliorer notre visibilité. Vous avez certainement entendu Anatole Makosso, le Premier ministre congolais, devant le Sénat, dire en substance que l'État congolais n'a pas d'argent pour les salaires, pas d'argent pour les pensions de retraités, pas d'argent pour les bourses des étudiants, pas d'argent pour garantir de bons services publics aux Congolais, notamment les bonnes voiries, pas d'argent pour donner du courant électrique et l'eau potable aux Congolais. Les robinets, comme vous le savez, sont à sec depuis 15 ans dans certains quartiers de Brazzaville. On peut continuer à égrener comme ça le chapelet des problèmes sociaux auxquels sont soumis actuellement les Congolais. Une précarité imposée par le régime au pouvoir, incarné par Denis Sassou Nguesso. Rappelons tout de même que ce régime est à la manette depuis 40 ans avec d'énormes ressources financières, notamment des revenus du pétrole, du bois, des minerais, donc du diamant, cuivre, or, etc. Et récemment, une usine de gaz naturel liquéfié. Où va donc tout cet argent? On en parle aujourd'hui avec Jean-Pierre Agnangoy, président du Parti du Peuple, le PAP. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Christian. Encore un plaisir de vous avoir sur notre plateau R7. Ce plaisir est partagé, Christian. Merci Jean-Pierre d'être avec nous sur R7. Alors, 40 ans de pouvoir après Denis Sassou Nguesso annonce aux Congolais par la voix de son premier ministre Anatole Makosso que l'État congolais n'a plus de ressources financières pour assurer le minimum vital aux Congolais.
Avant de réagir, je vais vous proposer de suivre cet extrait de la vidéo sur l'intervention d'Anatole Collinet-Makosso. C'était devant le Sénat. Suivez. Oui, les retards dans le paiement de divers traitements ont commencé à se faire sentir à partir du second trimestre de cette année. Ces retards concernent en effet les pensions des retraités, les salaires des agents de l'État, des collectivités locales, des émoluments des parlementaires, les bourses des étudiants et les indemnités des sinistrés du 4 mars 2012. À cela, il faut ajouter certains autres sinistres qui attendent d'être gérés. Et bien entendu, il faut ajouter les émoluments des membres du gouvernement, de leurs collaborateurs et des collaborateurs de la présidence de la République. Pour qu'on n'ait pas à penser que la situation ne concerne qu'une catégorie de personnes, ou particulièrement les parlementaires ou les autres catégories sociales. Non. Tout ceci s'explique par une insuffisance de la trésorerie de l'État parce que, comme je l'ai rappelé, nous tenons à sortir notre pays de la dette pour recouvrer nos marges budgétaires. Le niveau des recettes collectées par les régies financières, bien qu'étant sur une légère tendance haussière, est largement inférieur au volume des dépenses exigibles et l'accès au financement sur le marché sous-régional des titres publics est de plus en plus difficile, non seulement à cause du poids de l'endettement, mais aussi à cause de la situation de trésorerie sur le marché sous-régional. Vénérable sénateur, oui, nous devons garder l'espoir. Voilà. Jean-Pierre Anyangoy, c'est comme un couperet qui tombe sur la tête des Congolais. Quel commentaire vous inspire ce discours d'Anatole Collinet-Makosso devant le Sénat? J'allais dire, cet aveu d'échec cuisant après 40 ans de pouvoir. Oui, Christian, c'est comme si vous m'arrachiez les mots à la bouche. J'allais commencer par là. J'ai dit ce discours, quand je l'ai écouté devant le Sénat, j'ai dit, c'est un aveu d'échec, un aveu cinglant d'échec est sorti de la bouche du Premier ministre. Dire qu'on n'a plus d'argent, on a la dette qui est lourde et nous nous battons, nous nous préoccupons de ne pas laisser cette dette aux générations futures. Alors, on se dit, mais on se moque de qui? On se moque du peuple. D'un côté, on a échoué, on n'a pas d'argument pour justifier l'échec et on semble se préoccuper davantage des générations futures que des générations présentes. Et déjà, dans les générations présentes, il y a la jeunesse. Laquelle jeunesse pour laquelle on avait économisé 14 000 milliards et on ne nous a jamais dit où sont partis ces 14 000 milliards. Mais en même temps, on s'est endetté et on ne voudrait pas laisser cette dette à la génération future. Vous voyez, ces imbroglios montrent l'incohérence d'un gouvernement qui n'a pas de politique et qui n'a pas de rationalité dans ses actions. Alors aujourd'hui, il nous parle des recettes fiscales qui ont une tendance à la hausse, mais insignificative pour couvrir le poids de la dette. Mais on ne nous parle pas du pétrole, et pourtant il se vend bien. On ne nous parle pas du bois, et pourtant on continue à exploiter nos forêts tous les jours. Il ne nous parle pas des mines, alors que nos forêts, nos rivières sont polluées dans tous les départements parce qu'il y a des exploitants d'or, des mines divers, les Chinois, les Malaisiens, tout ce monde. Et c'est des domaines réservés à la famille du ministre des Mines qui a octroyé des permis ça et là à ses enfants, derrière lesquels travaillent des étrangers, mais on ne voit pas où va cet argent. Moi-même, je suis de quelle est une des zones aurifères depuis l'époque coloniale. On n'a jamais su combien de tonnes ou de kilogrammes d'or sortent de notre sous-sol et qu'est-ce que ça apporte à l'État. Alors, quand le Premier ministre nous dit
Et qu'il parmi faut serrer la ces ressources, ceinture. pardon, Jean-Pierre, parmi ces ressources, il faut jamais oublier le port autonome de Pointe-Noire. C'est quand même un port en eau profonde. C'est un port en eau profonde sur lequel il y a eu de nouveaux investissements pour le rendre plus performant, donc générer davantage de ressources. Alors, il y a le gaz récemment qui est entré en production. Bon, avec tout ça, on ne fait que s'endetter et à un niveau exorbitant. Mais quel est ce père de famille, quel est ces dirigeants qui peuvent s'endetter indéfiniment au-dessus de leurs moyens, lesquels moyens sont colossaux, mais ils n'arrivent même pas à rembourser la dette. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on a fait de cet endettement? Cet endettement a servi à quoi? Le peuple congolais n'a pas connu le bonheur, n'a pas connu les meilleures conditions de vie. Le peuple congolais continue à manger ce qu'il importe, mais définitivement, ces gouvernements successifs du président Sassou et du PCT pendant 40 ans, qu'est-ce qu'ils ont apporté au peuple congolais? Comment justifie-t-on cet endettement insoutenable? Malgré la réduction à 20% de l'endettement en 2010, comment on est revenu 7 ans, 10 ans après à 120, 116? Maintenant, il nous dit que c'est 88 ou 88 ou 90. 99. Il ne dit même pas le chiffre exact. 88, 90. Mais pour que c'est 88 ou c'est 90, un premier ministre, surtout sur ce genre de chiffres, doit être précis, pas à peu près. Donc, Oui, mais dans monsieur, le même sens, Jean-Pierre Anyango, il y a quelqu'un qui nous disait finalement, Anatole Koliné-Makosso fait souvent des sorties hasardeuses, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, toutes les fois qu'il fait ses sorties, on a l'impression qu'il est déconnecté de la réalité congolaise, ou alors c'est quelqu'un qui vient pour narguer les Congolais, parce que finalement, un petit enfant du CP1, il faut le dire, c'est ce qui se passe au Congo. C'est un petit pays de 6 millions d'habitants avec toutes les ressources que vous venez de rappeler tout à l'heure et l'argent qu'engrange le Congo. Mais curieusement, lorsqu'il vient, soit à la télé ou devant l'Assemblée, il a toujours des discours, mais vraiment déconnectés de la réalité. totalement déconnecté à la limite des discours provocateurs. C'est parce que, je dirais, notre peuple est devenu tellement débonnaire et ça me fait penser à un professeur, un éminent professeur canadien qui nous dispensait des cours sur le management et il nous disait, mes chers amis, la souffrance est optionnelle. Et il répétait, la souffrance est optionnelle. Et il s'expliquait, il dit, si vous refusez de souffrir, vous allez vous battre, vous allez trouver des solutions pour sortir de la souffrance. Mais si vous acceptez de souffrir, si vous voulez souffrir, ben vous allez vous enfoncer dans la souffrance à ne jamais sortir. Alors Et vous êtes en notre train de dire par là que les Congolais ont fait le choix de souffrir, simplement. exactement. Ce sont les Congolais qui ont fait le choix de souffrir. Aujourd'hui, on ne peut plus trop parler des dirigeants parce que qui définit, qui détermine que les dirigeants restent en place? C'est un peuple. Ils existent pour le peuple. Si je prends la devise du PCT, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Mais qu'est-ce qu'ils font pour le peuple? Et qu'est-ce que le peuple lui-même pense de ses dirigeants? Oui, Et mais il y a quelqu'un si qui disait également hein, sur ce même plateau que les discours du PCT, il faut plutôt les comprendre à l'inverse. C'est-à-dire, quand on dit je travaille pour toi, il faut comprendre par là que je travaille pour moi. En fait, bref. Et alors, Donc, ici, notre peuple a choisi jusqu'à aujourd'hui de souffrir, de tolérer les abus des dirigeants, leurs mensonges, le vol. Et comme Colonel Makosso dit qu'on n'a pas d'argent, mais 110 milliards, semble-t-il, que le Rwanda aurait versé pour acquérir la zone économique spéciale. C'est parti où? Ça, c'est au nombre des recettes.
J'ai parlé du pétrole, du gaz et des autres. Mais là aussi, dans ces accords qui font bruit, nous y reviendrons parce que là aussi, il a eu une posture désobligeante devant le Parlement, devant le Sénat précisément. Mais pour revenir donc sur les ressources, les 110 milliards sont partis où? Et ce qu'on vole et qui reste impuni, l'argent du FIGA. Le Premier ministre avait dit qu'il y a une enquête qui a été lancée. Cette enquête n'est toujours pas finie. Où en sommes-nous? Mais pendant que vous Et il parlez n'y du, a pas que ça. Après le FIGA, plus récemment, publié ce que vous consommez, l'ONG a décrié, a dénoncé le détournement de 160 milliards au ministère de la Santé. 160 milliards. Aucun gouvernant, aucun mais c'est dirigeant. terrible parce que finalement, cette information est passée comme ça sous silence. Plus personne n'en Justement, parle, même pas le parquet ne sait pas autosaisir. ni le parquet, ni le gouvernement, et ils ont ajouté qu'ils ont interrogé le ministre de la Santé actuel. Il a simplement décliné la question en disant ça s'est passé avant lui. Et pourtant, c'est le même gouvernement, c'est le même Premier ministre. Donc, Alors, vous je- dites, c'est le même gouvernement, c'est le même Premier ministre, pardon, Jean-Pierre c'est le Agnango, même le même président. gouvernement, oui, le même gouvernement, le même Premier ministre. On a révélé que 160 milliards ont été détournés au ministère de la Santé. Vous avez parlé du FIGA, vous avez rappelé les 14 000 milliards de francs CFA du Fonds de garantie des générations futures. C'est quand même 26 milliards de dollars américains. Et j'aime à rappeler que c'est près de 7 ans de budget du Congo-Brazzaville. Et il y a eu d'autres budgets qui avaient été dégagés, mais dont l'argent a servi. Bah, les Congolais se posent la question, où est passé cet argent? On nous révélait ici, et je le rappelle, nous ne le rappellerons jamais assez, 5 Congolais, 5 dignitaires de ce pouvoir détiennent 9 000 milliards, donc plus que la dette du Congo, 9 000 milliards, dont les banques chinoises, et 6 autres ont planqué 5 500 milliards Et francs nul ne peut. CFA, et ça a été révélé par les Panama Papers. Alors, moi, ma question, c'est de savoir, lorsque Anatole Coliné Makosso vient dire en public qu'il n'y a pas d'argent pour ci, il n'y a pas d'argent pour ça, mais de quel argent veut-il concrètement? Ben, c'est ça, Christian. C'est pourquoi j'ai dit que le peuple congolais a accepté, a pris l'option de souffrir parce que tous ces chiffres, toutes ces informations, et vous-même, et nous opposants, et les organisations internationales qui suivent les questions de, de- du pillage des pays, dénoncent ces informations, dénoncent ces faits qui sont connus aujourd'hui, je peux dire, par plus de 50% des Congolais. Mais, et s'entendre dire par un Premier ministre qu'on n'a plus d'argent, il faut serrer la ceinture. D'ici la fin de l'année, en début d'année prochaine, la situation va s'améliorer. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Les retraités, attendez, dans 6 mois, on va vous payer, puisque déjà on est bientôt, on va arriver à 2 mois sans pension. Les étudiants, vous pouvez encore attendre, serrer la ceinture, et pendant ce temps, ben, eux, ils vivent à l'aise. Et quand il dit en même temps dans le chapitre de bluffer le peuple, de provoquer ou de narguer le peuple, il dit le manque, la situation actuelle, parce qu'il répondait à la question de savoir pourquoi on ne paye pas les salaires de certaines entreprises, de certaines administrations. Et ils disent qu'il n'y a pas que les retraités, il n'y a pas que les étudiants, il n'y a pas que ces fonctionnaires, il y a maintenant les députés, les parlementaires, et il y a aussi le gouvernement, les membres du gouvernement, les conseillers du président qui n'ont plus rien. Donc, ne pensez pas que ça n'affecte que les autres couches, ça nous affecte nous aussi. Mais
diantre. Mais Mais pourtant, puisque, bon, dans le même temps, Jean-Pierre Agnango, cela ne leur empêche pas d'effectuer des voyages à hauteur des milliards. On les voit bien mais se balader nous et c'est la allons question je que l'on crois qu'on pose. doit arriver à cette question des Oui, voyages. Mais là, je veux d'abord parler de la réalité quotidienne. Quand le oui, colonel mais c'est ce que, Makosso, voilà, on va y revenir tout à l'heure, c'est vrai, mais bon, moi j'ai une question à vous poser, notamment sur le comportement, bien sûr, d'Anatole Kouliné-Makosso, et tout le monde en parle désormais. C'est un Premier ministre qui, en réalité, vient parler soit dans le vide, soit il vient pour narguer les Congolais. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre de son discours? En fait, c'est comme quelqu'un qui voulait dire, ben, je sais que vous souffrez, puisqu'il n'y a pas d'argent pour les retraités, pas d'argent pour les étudiants, pas d'argent pour les salaires, pas d'argent pour l'eau, l'électricité. En fait, il dit aux Congolais, je sais que vous souffrez, mais je ne peux rien faire pour vous. C'est ce que ça veut dire. on démissionne. Logiquement, quand on tient un tel discours, quand on a fait un tel constat, on démissionne. Sinon, quel est son rôle? Il pense nous endormir. Il pense endormir le peuple, puisqu'il dit on fait des efforts, on a réduit la dette, une même dette qu'on réduit, elle augmente, on réduit. Ils sont en ce moment en programme avec le FMI. Ça fait combien de temps? Ils ont, semble-t-il, satisfait à plusieurs revues du FMI. Mais on ne devrait plus parler de cessation de paiement. Nous sommes pratiquement en cessation de paiement. Ça veut dire que et le gouvernement, y compris même les institutions de Bretton Woods, notamment le FMI qui viennent faire ces revues, quand ils nous disent que les résultats sont bons, il y a des efforts qui sont faits, mais eux aussi ils mentent, ou ils sont corrompus. Comment on peut être en programme avec le FMI avec des rapports satisfaisants et on arrive à un moment où on est dans un goulot d'étranglement, on ne peut plus payer. Alors, à quoi ça sert la présence du FMI? À quoi sert l'intervention réellement du FMI? Pour, pour étouffer les populations? La Oui, mais priorité, le c'est à la problème, c'est dette. qu'il Et y a il parle, aussi. s'il te plaît, Christian, quand il parle même de donner la priorité à la dette, mais il donne la priorité à la dette extérieure. Et ce n'est même pas la dette intérieure. Et c'est la dette intérieure qui fait vivre le Congolais. Ça veut dire que ce sont les opérateurs économiques nationaux, c'est la dette sociale, ce qu'on l'État doit aux retraités, aux fonctionnaires, aux agents de toute catégorie d'administration. Ça, on met à côté les encours, c'est-à-dire les salaires en cours, on ne paye pas, les arriérés, on ne paye pas, on donne la priorité à la dette extérieure. Parce Oui, mais qu'on veut. Jean-Pierre Anengoy, est-ce que ce n'est pas là un comportement mafieux? C'est-à-dire, parce que lorsqu'il donne la priorité à la dette extérieure, c'est parce que c'est de l'argent qu'il se partage avec ces hommes-là, avec ces institutions. De l'argent qu'ils Naturellement, volent, qu'ils planquent dans les paradis fiscaux, et parce qu'ils savent que bon, si on ne paye pas la dette, on n'aura probablement plus la possibilité d'aller planquer, et sinon ils vont mettre la main sur nos comptes, et que voilà, ils privilégient voilà la dette extérieure, qui n'a d'ailleurs pas servi aux Congolais, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas démontrer. Aux Congolais, qu'est-ce qu'on a à fait quoi avec cet cette argent? dette a servi? À quoi cette dette a servi aux Congolais qui sont toujours dans la misère? Alors, quand on arrive là, ça veut dire que ces gens, ils n'ont pas de considération pour leur peuple. Parce qu'un pouvoir qui dépend du peuple, qui sait que mon pouvoir, je le tire du peuple et je dois garantir le bien-être à mon peuple, il s'emploierait à négocier des moratoires pour avoir toujours une marge de manœuvre, d'abord pour satisfaire les besoins fondamentaux, les besoins vitaux de la population et rembourser la dette progressivement, y compris la dette intérieure, parce qu'on ne peut pas donner la priorité exclusive à la dette extérieure et mettre sous coude la dette intérieure pour pénaliser le peuple. Et en même temps, ils disent, nous aussi, on souffre. Nous aussi, on n'en a plus des monuments. Mais ce qu'ils gagnent, c'est faramineux. Ce sont des dizaines, des vingtaines, des trentaines, des cinquantaines de millions qu'ils gagnent par mois. Donc, s'ils ont un mois, 2 mois sans salaire, quand on gagne 25 millions, en plus, ils ont d'autres facilités. Ils ne payent pas l'eau, ils ne payent pas le courant, ils ne payent pas le carburant, ils ont tout. Mais ils ont des salaires faramineux.
comment peuvent-ils se comparer aux pauvres fonctionnaires qui ne vivent ou aux retraités qui n'attendent que leur pension ou leur salaire? Et quand c'est en retard, est-ce qu'ils ont des réserves? Est-ce qu'ils économisent pour dire, bon, il y a un mois, le salaire n'est pas venu, je vais puiser dans mes économies, alors qu'ils n'arrivent déjà pas à joindre les deux bouts. Oui, mais Christian, évidemment, lorsque... c'est un pouvoir cynique, ils sont cyniques, ils sont des Oui, criminels. évidemment, lorsque Anatole Coliné Makosso joue sur la fibre, j'allais dire, émotionnelle des Congolais, attendez, je pense que c'est même irresponsable que de venir dire, ben, il n'y a pas que vous qui souffrez, nous aussi, mais parce que on ne veut rien apporter comme solution, mais on veut justifier la misère, c'est-à-dire pour maintenir une population dans la précarité et leur dire, bah, écoutez, on ne peut rien faire pour vous, c'est tous qui souffrons, il n'y a pas que vous, nous aussi, les ministres n'avons pas nos salaires, nos émoluments, comme on l'appelle ça, et les députés, pareil. Un discours, je ne sais pas quel commentaire cela vous inspire. Politiquement parlant, est-ce que c'est une attitude responsable, ça? Mais je dis, pour le Premier ministre, on l'a déjà dit, ce monsieur, il ne sait pas quel est son rôle. Il est là, c'est un figurant. Chaque fois qu'il doit intervenir pour répondre, défendre certaines situations, s'expliquer sur certaines situations qui frappent le peuple, il ne dit que des bêtises. Par contre, il est le champion, le premier à proclamer qu'il faut qu'en 2026, on réélise le président, l'homme providentiel et qui gouverne le Congo à merveille. Il faut qu'il reste le plus longtemps possible, mais pour faire souffrir davantage les Congolais. Ou Oui, mais en quoi il est Jean-Pierre Agnangoy, providentiel? pardon, Jean-Pierre Agnangoy, est-ce qu'on peut voir les choses autrement? Ou peut-être que c'est sorti, je parle bien d'Anatole Colidé Makosso, est-ce que ce n'est pas non plus une façon d'inviter le peuple congolais à prendre ses responsabilités? Parce qu'on ne peut pas venir provoquer une population comme ça tout le temps et puis voilà, sous prétexte qu'on est incompétent ou est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de vouloir pousser la population à une révolte, par exemple? Et c'est là que j'allais poser la question de savoir aussi. Qu'est-ce qui peut expliquer ce mutisme au niveau de la population congolaise, malgré tout ça, tout ce qu'on est en train de voir, ces provocations? Moi, j'appelle ça des provocations. Ben, Christian, si je ne pense pas que dans la tête du Premier ministre, même si je crois sur votre plateau, il y a une fois, j'avais déjà dit, ça n'engage que moi, que c'était le plus médiocre de nos premiers ministres. Et très récemment, j'ai encore entendu un autre concitoyen utiliser ce terme sur les réseaux sociaux. Nous sommes peut-être déjà deux à considérer que nous avons là affaire à un premier ministre des plus médiocres, sinon le plus médiocre de notre histoire. Donc, je pense que quand il fait ces déclarations, il n'est pas conscient de ce que ça peut provoquer comme effet au niveau du peuple qui l'écoute. C'est son incompétence, c'est son inconscience qui l'amène à faire de telles déclarations. Mais c'est plutôt notre peuple aussi qui tolère l'intolérable. Notre propre peuple qui a accepté de supporter, d'accepter l'intolérable. Et ça permet que Colonel Makosso pense que quand il a dit ça, le peuple l'a compris et le peuple est satisfait. Et pourtant, ce n'est pas un discours de nature à rassurer un peuple, à calmer un peuple. C'est un discours qui doit révolter, qui suscite la révolte. Écoutez, il n'y a pas longtemps encore, devant la presse, il a parlant des problèmes d'électricité, de l'eau. Il disait aux journalistes, bon, je veux vous accepter de payer le prix de la qualité de l'eau, le prix de la qualité de l'électricité, comme vous avez maintenant accepté. Je vais maintenant vous apporter l'électricité jusque là où ce n'est pas encore arrivé. Vous voyez, est-ce qu'il mesure la gravité de ce genre de propos? Et ça, c'était pour justifier l'augmentation du prix du carburant. Maintenant que le prix du carburant a été augmenté, les Congolais payent. Mais
qu'est-ce qui s'est amélioré dans la fourniture de l'électricité et dans l'amélioration de la qualité de l'électricité et de l'eau? Absolument rien. Donc, voyez-vous, il dit des choses dont il n'a pas la mesure de la gravité de ses propos. C'est un incompétent, c'est un irresponsable. Il veut se faire voir, il pense sauver son fauteuil en plaisant à celui qui l'a nommé, mais en réalité, il démontre qu'il est nul, qu'il est incompétent, parce qu'il est Premier ministre, c'est pour résoudre les problèmes et non pas pour euh, mentir au peuple. Oui, mais donc voilà, on va continuer parce que le temps aussi va nous presser tout à l'heure. Et j'ai cru comprendre que finalement, Anatole Collinet Makosso prend ses désirs pour une réalité. Malheureusement, mais bon, après, peut-être qu'il faut regarder, analyser un peu, examiner comment ce système fonctionne. Alors, avant de continuer, je vais donc vous proposer un autre extrait d'une vidéo. Ici, il s'agit de la réponse, j'allais dire, hasardeuse, donnée par Denis Sassou Nguesso aux étudiants congolais qui sont en Russie, qui lui ont posé le problème de leur survie académique, bien entendu, parce qu'ils n'ont plus de bourse. Les droits académiques aussi ne sont plus payés. Voici ce que répondait Denis Sassou Nguesso. Suivez. Communauté congolaise en Fédération de Russie, à savoir le renouvellement des passeports, le paiement de la bourse aux étudiants et en perspective l'acquisition des billets de rapatriement, ceci malgré la conjoncture économique difficile. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous rassurons de notre engagement à suivre notre formation afin de mettre à la disposition de notre pays qui fournit tant d'efforts pour notre évaluation. Et il ne faut pas croire que les quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, retard de la bourse, etc., elles ne sont pas propres aux étudiants. Elles ne sont pas propres aux étudiants. Parce que le pays connaît une conjoncture difficile. Nous allons surmonter, et cela je vous le promets, nous allons surmonter ces difficultés-là pour relancer notre pays sur le chemin de la croissance. Sans aucun doute. Mais pendant cette période difficile, bon, on se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis bon, on constate qu'on a fini enfin par payer tout le monde et on attend le mois suivant. Alors, Jean-Pierre Anyangoy. Oui. Pour Denis Sassou Nguesso, en fait, on comprend très bien que c'est, je ne sais pas, c'est un système finalement qui fonctionne comme ça et tout le monde a le même, comme qui dirait, le même langage, c'est ça Christian, j'étais en train de vouloir te dire que en suivant ce message ou cette réponse du président de la République aux étudiants désemparés, désespérés, et c'est le père de la nation qui répond ainsi, ben, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de... C'est tel père, tel fils. Le Premier ministre et le président ont la même attitude vis-à-vis du peuple, vis-à-vis des étudiants, vis-à-vis des retraités. C'est le même discours. Le président dit, ce n'est pas seulement vous, la souffrance, ce que vous vivez ici, c'est ce que vivent vos parents au pays. Il se serre la ceinture. Entre-temps, il ne dit pas à ses étudiants qu'il vient de brûler plus de 2 milliards rien que pour son voyage. Voilà. Donc, il dit, il faut serrer la ceinture
et je prends l'engagement, cette situation va s'améliorer et on va rétablir l'équilibre financier et on va résoudre vos problèmes. C'est le même discours que tient Colline Makosso devant le Sénat. Ne vous en faites pas, parce qu'après, il dit, ne vous en faites pas, les résultats sont prometteurs, les indicateurs qu'on a mis à ma disposition montrent que d'ici la fin de l'année, et plus précisément en début de l'année 2025, la situation sera meilleure. Mais entre aujourd'hui, nous sommes en juin, et 2025, c'est 6 mois, c'est presque 7 mois. Oui, Les mais il faut Congolais d'ailleurs vivent comment? rappeler que c'est le même qui, en fait, promettait l'émergence aux Congolais d'ici à l'an 2025, non? Et voilà, Christian. Et à Donc, quelques 6 mois de 2025, on se retrouve dans la on se situation où il n'y a trouve plus l'argent pour payer les salaires, il n'y a plus l'argent pour payer les bourses, il n'y a plus l'argent pour donner de l'eau, voilà, il n'y a plus d'argent pour donner le courant électrique aux Congolais. Et 2025 est supposé être l'année de l'émergence. l'émergence, c'est une chimère. Je ne pense pas que ça soit encore nécessaire de le démontrer. Non, je le Combien de rappelle simplement Congolais, parce qu'il promet aux étudiants que d'ici là, la il situation va va régler toute s'améliorer. la situation, il promet aux fonctionnaires d'ici 2025, la situation va s'améliorer, mais ils ne disent plus qu'en 2025, on sera émergent. Mais en Oui, mais 2025, partons, Jean-Pierre Agnangoy, comment comprendre ce langage, c'est-à-dire ce discours de Denis Sassou Nguesso qui veut faire savoir aux Congolais que finalement, comme il a dit, hein, parfois il n'a pas sommeil pour payer les salaires. Lorsqu'il s'agit de faire les salaires, il paye en fait partie par partie. On paye d'abord ceci, cela, et puis jusqu'à... c'est comme s'il voulait dire aux Congolais que c'est son argent de poche qu'il prend pour payer les salaires, et quand il n'y en a pas, je n'ai pas bien compris en fait son mais discours. c'est un gérant d'épicier. Ils sont- Je voudrais emprunter peut-être le langage d'un confrère, de notre confrère d'Écho, qui dit que c'est le gouvernant en détail, en détail, ils gèrent le pays en détail. Ils n'ont pas de planification. La preuve, le plan national de développement, le PND, il est où? Il est devenu maintenant un PND accéléré. PND accéléré. On a accéléré quand? Donc, il parle comme un épicier, comment un président chef d'État d'un pays comme le Congo, producteur de pétrole euh, au sud du Sahara, et avec 6 millions d'habitants, il tient ce langage. Où est le sérieux? Où est le crédit? Où est la capacité? Il semble-t-il un président même africain qui avait dit qu'au Congo, vous pouvez donner tout l'argent du FMI et de la Banque mondiale. Si ce sont les mêmes dirigeants qui sont là, 2 jours après, il n'y aura plus d'argent. C'est un tonneau sans fond. Et c'est le même discours, c'est l'endettement, c'est le rétablissement d'équilibre macroéconomique qu'on n'arrive jamais à rétablir. Mais on va le rétablir quand? Après 2026, puisqu'ils veulent encore prétendre continuer après 2026. Tokoti Kate. Mais pendant ce temps, on fait quoi? On est Oui, mais c'est la question incapable. que j'allais vous poser lorsque, par exemple, Anatole Koliné-Makosso demande même aux religieux de prier pour Sassou Nguesso, qu'il continue à lui prêter vie pour qu'il continue à gérer le Congo jusqu'en 2026. Et dans le même temps, je crois, à 1 an de la prochaine échéance, ou 1 an et demi, on se retrouve avec un pays en lambeaux comme ça, et dans le même temps, on veut que ce même monsieur puisse rempiler. Je crois que il doit avoir un petit souci psychologique quelque part. Non, ils gouvernent, comme un compatriote l'avait déjà dit, par canaillerie. Ils font exprès, ils sont conscients qu'ils ne peuvent plus, qu'ils ont échoué, mais ils se disent coûte que coûte, nous nous maintenons. Que vous vouliez ou pas, nous sommes là, nous avons des militaires, nous avons la police, nous avons la gendarmerie, nous avons comment on appelle ça, les milices pour vous mater,
Et le peuple congolais a peur d'être maté et comme tel, ils vont rester là jusqu'à ce que mort s'en suive. Tant pis pour vous. Ils gouvernent par canaillerie, par brigandage. C'est une organisation de malfaiteurs en bande organisée. Et moi, Et lorsque quand je les gens observe, sérieux ne peuvent pas dire qu'on va encore les élire, aller aux élections en 2026 avec eux. C'est pourquoi ici, malheureusement, ça devient comme des coups d'épée dans l'eau quand on s'adresse à notre peuple et on nous renvoie la balle, on dit les opposants ne font rien. Mais le discours que je tiens, le discours que tient Clément Mirassa, le discours que tient mon jeune fils Ngavé, mais nous ne disons que au peuple congolais que ces gens sont incompétents, qui sont des voleurs. Le vol est le vol est autorisé, le pillage, tout ça, le peuple connaît. Mais est-ce que les politiques, c'est comme dans une armée, le général a des troupes, mais s'il n'y a pas de troupes, il n'y a pas de généraux. Les politiques, ils doivent s'appuyer sur un peuple. Mais si vous les invitez à même des réunions, ils ont peur de venir parce qu'ils ne voudraient pas qu'on les voit avec les opposants. oui, mais dans le Notre même peuple, temps, Jean-Pierre Anyangoy, est-ce qu'on peut s'intéresser également à, j'allais dire, l'image que Sassou Nguesso a du pouvoir? Est-ce que réellement il sait lui-même ce que c'est qu'un pouvoir, ce que c'est que gérer un pays? Parce que moi, ça me rappelle un peu son conseil, s'il faut appeler ça comme ça. C'était un conseil de famille où il était devant les notables d'Oyo, à qui il présentait la situation pour dire, ben oui, nous avons attrapé le gibier, je vous demande de veiller ici et moi je vais veiller à Tandala, supposé Brazzaville, de sorte que le gibier ne nous échappe pas. Est-ce que c'est pas l'image que Sassou Nguesso a du pouvoir? Pour lui, c'est un gibier qu'il a attrapé et puis voilà, il va consommer jusqu'à probablement les derniers jours de sa vie et puis bon, voilà. mais Christian, il n'y a pas meilleure illustration que ce que vous venez de faire, la conception du pouvoir de M. Sassou Nguesso. Pour preuve, regardez la composition, la structure du gouvernement et de toutes les autres institutions. Est-ce qu'il a le souci de rechercher les compétences, la performance, la qualité du service? Non. Lui, il place à tous les postes stratégiques, juteux, sa famille, ses enfants, ses neveux, ses amis, Non son pas pour, clan, non pas pour non pas pour travailler pour le pays, mais pour le conserver pays, le gibier. pour conserver le gibier et le partager en famille. Voilà, c'est ça l'image. Vous allez voir, quand on fait des nominations, allez regarder dans tous les corps de l'État, les principaux dirigeants sont de la famille ou du clan. Sinon, les autres Congolais, subsidiairement, sont ceux qui obéissent sans régimber. Ils obéissent, ils font la volonté du roi et ils sont dans les grâces. Mais subsidiairement, on ne leur donnera pas les premiers plans. Mais quand on donne les premiers plans aux gens, aux spécimens comme Colonel Makosso, mais ça veut dire qu'il a déjà vendu, livré son âme au clan et il fait la volonté. Il n'a plus sa personnalité. Et S'il d'ailleurs, était un dirigeant, pendant que vous le dites, Jean-Pierre, je viens de me souvenir que le jour où il parlait à ces notables à Oyo, il y avait, je crois, Isidore Vouba qui était à côté. Et il disait à ces notables, non, lui, il est avec nous. oui, Donc, c'est notre parent. Il faut le considérer comme nous. voilà. Ça veut dire que pour Denis Sassou Nguesso, le gibier appartient à sa famille, son clan. À sa J'allais famille. Et dire, si vous voulez manger, devenez parent ou apparenté à la famille pour contribuer au partage.
Et c'est ici l'occasion d'interpeller aussi certains compatriotes, notamment, puisque c'est ça la malice de Sassou, diviser pour régner. Il a créé toutes les conditions pour qu'au Congo, on parle nord-sud. Et sur ce chapitre, je voudrais m'adresser aux compatriotes de la partie sud du pays qui pensent que ce pouvoir, c'est le pouvoir des nordistes. L'autre jour, sur votre plateau, j'ai suivi un compatriote que j'admire, qui mène le même combat que nous, qui disait pourquoi sur la question des terres, on n'entend pas les élites du Nord parler. Je ne voudrais pas citer son nom, mais il se reconnaîtra. Parce que je sais que nous menons le même combat, mais il a une conception erronée sur ce plan. Parce que quand D'ailleurs, je pendant que parle... vous parlez de ce sujet, il faut rappeler aux gens ici que lorsqu'on regarde le pouvoir de Sassou Nguesso, en réalité, ça n'a rien de, même pas de l'ethnie du clan, c'est devenu une famille. Autour, c'est le noyau familial aujourd'hui. Il suffit d'observer ses délégations quand il sort, quand il va à l'extérieur, comment est composée sa délégation pour comprendre que le pouvoir a été en fait réduit au niveau de la famille. Donc ça n'a même plus rien à voir avec, j'allais dire, le département auquel il appartient. Ni le département, encore moins la grande partie septentrionale de notre pays. Pour les Congolais du Sud qui ont eu l'occasion, malheureusement beaucoup peut-être n'ont pas cette occasion, d'aller dans la Likwala, d'aller dans la cuvette ouest, ils comprendraient que le malheur du Congo d'avoir ces dirigeants qui ont à leur tête M. Sassou Nguesso, c'est le malheur de tout le Congo. Tant que ce système va perdurer au pouvoir, tout le Congo est dans la misère, plongera dans la misère, qui n'ira que s'aggravant. Tout à fait, Donc, il puisque n'est pas là, question... dernièrement, toujours pour illustration, on a vu une école au niveau de la partie septentrionale. C'était, je crois, Oui. non, c'était un centre de À santé intégré, c'est Ibenga, ça. on À a vu Ibenga, on a un vu. collège, on a vu un collège à Ibenga, comme on a vu une maternité à Ouyabi dans le district de Kélé chez moi, mais ça ne reflète pas être au pouvoir, partager la manne pétrolière. Mais à Oyo, on ne peut pas voir des choses comme ça. Ce qu'on a vu à Ibenga, ce qu'on a vu à Kélé. Donc, je voudrais lancer cet appel, interpeller les compatriotes qui se battent pour la libération du Congo, car c'est de ça qu'il s'agit. Notre pays est pris en otage par un clan, par une famille, et ils ont des vassaux qu'ils ont piqués dans toutes les parties du Congo, comme les Vuba, les colonels Makosso, agrippés au clan et à la famille pour participer au partage du gâteau, c'est-à-dire du gibier qu'est le Congo, que constituent les ressources du Congo. Le reste des Congolais est délaissé pour compte. Et nous devons nous unir pour nous organiser à bouter dehors, à faire dégager ce pouvoir pour espérer un Congo nouveau, comme en 1963, on avait bouté Youlou dehors, on avait crié, Youlou avait tout volé, mais une fois de plus, on n'a jamais démontré assez quel était le niveau du vol de Youlou par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Mais pourquoi notre peuple accepte tout ça? Jusqu'à quand, Jusqu'à Christian? quand, Jean-Pierre Agnangoy, revenons encore pour terminer bien sûr avec ce volet de ressources financières, s'il faut appeler ça comme ça, puisqu'Anatole Collier Makosso veut faire comprendre aux Congolais qu'il n'y a plus d'argent, voilà, la caisse est vide, alors que dans le même temps, on demande à ce gouvernement de réduire le train de vie, ce qu'ils n'arrivent pas à faire. La preuve, là encore, il va avoir, je crois, c'est le cas de s'intéresser sur ce pléthore, la délégation qui a accompagné Denis Sassou Nguesso en Russie, une délégation de 74 personnes,
Et tout le monde se posait la question, mais tout ce monde ira faire quoi là-bas? Nous avons essayé d'analyser, de regarder de près cette liste. On s'est rendu compte, au moins pour ma part, c'est ce que j'ai noté, 32 conseillers de la présidence de la République, 10 agents, il faut appeler ça comme ça, 10 fonctionnaires de la presse présidentielle, 10, je dis bien 10. Lorsqu'on sait que ces derniers ne feront même pas un direct depuis la Russie, on se pose la question, qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas, tous ces 10? Vous avez 21 fonctionnaires de la présidence de la République et 7 qui travaillent au domaine présidentiel, 5 ministres. Et lorsqu'on regarde toute la liste, je n'ai noté aucun homme d'affaires. C'est curieux, non? 74 personnes accompagnant Denis Sassou Nguesso, on se pose la question, pour faire quoi? Et lorsqu'on sait que généralement, ils prennent en location les avions de Dreamliner, dont le vol coûte 1 milliard, un vol aller simple, 1 milliard, retour, 1 milliard. Et après, il faut regarder les frais de mission, tout ce qui y va, hébergement, comme qui dirait. Et dans le même temps, on veut faire comprendre aux étudiants qui sont en Russie, encore eux, sinon à tous les Congolais, qu'il n'y a plus d'argent au Congo. Mais Christian, qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Une seule chose, c'est un groupe, un gouvernement de jouisseurs purement et simplement, pour ne pas dire d'aventuriers, mais ils sont des jouisseurs. Ils n'ont aucune notion de rationalité. Ils n'ont pas de résultats à atteindre. Ils ne visent leur résultat, c'est la jouissance, c'est la récréation, c'est la plaisance. Et là, vous avez analysé les fonctions, la structure de la délégation en termes de conseillers, de ministres, mais vous n'avez certainement pas regardé aussi en termes de parents et de membres du clan. Si vous poussez l'analyse jusque-là, vous trouverez encore qu'il n'y a pas moins de 5 ou 3 Nguesso dans la délégation. On va pour aller amener en tourisme les enfants, les neveux et les amis pour aller découvrir la Russie pour ceux qui n'ont pas encore découvert. Et quand ils rentrent, ils sont contents, on a été en Russie. Et tout ça aux frais du contribuable congolais. Et tout ça aux frais du contribuable. Maintenant, vous allez poser la question quel est le rôle que chacun va faire là-bas, tout ce monde-là. Si on prend un à un, quelle est la mission, quel est le rôle de chacun dans cette délégation? Une mission comme ça, c'est une mission d'État. Ça se prépare ici, pas là-bas. Là-bas, on ne va pas pour préparer, pour avoir des concerts, des séances de travail d'experts. Non. La réunion, un tel voyage d'État se présente, se prépare au pays. On a ficelé tous les dossiers et il n'y aura plus que les négociateurs qui vont avec tous leurs dossiers et on prend les éléments clés, les experts clés dans tel ou tel domaine sur lesquels il y a des dossiers à négocier. Mais quand vous prenez les gens du domaine public, oui, domaine présidentiel, vous prenez 10 gars de la presse, ils vont faire quoi? Et 32 conseillers, mais ils conseillent le président ici, ce n'est pas tous les conseillers qui doivent aller avec lui en mission. Donc, vous voyez que leur souci, c'est la redistribution du gâteau. Là, c'est une occasion, on sort peut-être 3 milliards et puis chacun a sa part. Quand vous le dites, Jean-Pierre Agnango, mais il y a quelque chose qui a attiré quand même ma curiosité, c'est que sur la liste, j'ai lu la ministre conseillère personnelle, je crois, de Denis Sassou Nguesso. Oui, finalement, cette dame est une ministre congolaise. Oui. Françoise Joly. Mais bien sûr, c'est ce qui avait suscité la lyre des Congolais qui ont réagi. Et Florent Tchiba nous a traités de xénophobes, comme si au Rwanda, il y avait une Congolaise là-bas auprès de Kagame.
dans le cadre des accords entre le Congo, il devrait y avoir la réciprocité dans tous les domaines. Mais Mais ici, c'est dans dangereux parce que cette le dame, Congo, avec le Rwanda, c'est les Rwandaises qui... Il y a une Rwandaise qui est conseillère ministre auprès du président de la République. Il y a une autre auprès de Denis Christel. Et je suis sûr que dans les autres postes clés, certainement, il y en a qu'on ne connaît pas. mais c'est une vraie, ça c'est carrément une infiltration parce que ici on constate bien que cette dame, jusqu'à preuve de contraire, hein, je n'ai jamais vu un décret où elle a acquis la nationalité congolaise. Elle n'est pas congolaise, donc elle n'a pas de nationalité congolaise. Elle n'est même pas naturalisée congolaise, mais elle assume les fonctions de ministre au Congo-Brazzaville. Et quand on va voir là où ils vont là-bas en Russie, elle sera présente à tout. Et la racaille, le reste de la racaille qui est dans la délégation, n'iront même pas là où on va traiter les problèmes, mais elle sera là. Alors quand on dit qu'il y a une haute trahison de notre pays, quand on dit qu'il y a euh, une infiltration, on nous traitera de xénophobes. Il y a combien de Congolais qui sont dans les institutions au Rwanda ou dans un autre pays? Alors, Donc, pendant il n'y que a vous pas parlez, de Congolais. Quel est son rôle, cette dame, dans cette mission, avec 74, disons 73 Congolais? Qu'est-ce que cette dame apporte? Quelle est sa plus-value? et elle est au courant de tout ce qui se dit sur le Elle, Congo, de elle tout doit ce qui être se traite. là où il y aura même les huis clos, elle sera là. C'est très C'est de la dangereux. haute Alors, trahison. pardon, on va aller donc, on est presque à la fin de cette émission. Tout à l'heure, vous avez parlé de la haute trahison. C'est le cas donc d'aborder le volet sur les terres arables du Congo, Brazzaville, qui ont été vendues au Rwanda. Alors, cette question avait été encore évoquée au niveau du Sénat congolais et tout le monde a suivi, j'allais dire, cette séquence qui a interpellé tout le monde, au point où le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a demandé au Sénat de ne plus jamais l'interpeller sur les questions des terres du Congo-Brazzaville ou sur ces accords, hein, sur les accords Congo-Rwanda. Mais là, évidemment, la réponse ne s'est pas fait attendre. Du berger à la bergère, Pierre Ngolo a réagi vivement. Alors, vous avez suivi cette séquence. D'abord, votre commentaire sur Eh cette bien, joute verbale. Christian, je crois que cette question des terres n'a pas cessé, n'a pas fini de faire des vagues. Et malgré les élucubrations du Premier ministre, ses descentes sur le terrain, ses descentes effrénées sur le terrain, sa rencontre avec le PCT et maintenant avec le Sénat, la posture qu'il a adoptée, une posture indécente vis-à-vis de la représentation nationale. Là encore, tout à l'heure, vous me demandiez comment analyser l'attitude du Premier ministre. Je crois que ce monsieur, un, il est dépassé par les événements. Deux, il se bat pour défendre son poste vis-à-vis de celui qu'il a nommé. Et trois, il est pris dans un étau avec ce problème de terre. Il se débat, je l'avais dit la dernière fois sur votre plateau, comme un poisson qui est pris dans la nasse. Et il devient énervé même devant le Parlement. D'où les altercations En tout cas, avec on le... l'a senti, hein, on l'a senti quand il était devant le Sénat. Il avait, mais vraiment la mine de quelqu'un qui n'était pas dans sa Il peau. n'était pas dans Il, sa peau, Christian. Et il ne savait même plus où il se trouvait. il était Donc, perdu. Il il est suffit de sorti de regarder. ce état avec... Reprenez juste les images pour ceux qui veulent savoir. Reprenez les images. Observez bien le gestuel, la mine d'Anatole Koliné-Makosso. Vous comprendrez que, en fait, il était perdu, il n'était pas en lui. Et ce qui d'ailleurs lui a conduit de dire ce qu'il a raconté, demander carrément à un Sénat de ne plus l'interpeller sur cette question dans un pays responsable, Jean-Pierre Anyangoy. Anatole Koliné-Makosso serait destitué ou sinon C'est ça, Christian. Moi, je dis, quand j'ai écouté ça, j'ai vu
dans la salle, quelques images projetées sur la salle montraient comme les sénateurs étaient comme tétanisés, ils ne Tétanisé, oui. comprenaient rien. Mais heureusement, il y a eu un moment où la réaction du président a suscité des applaudissements spontanés. J'ai suivi aussi sur une chaîne qui doit être d'obédience du PCT, où on a qualifié le président du Sénat de populiste et qu'il C'est a la chaîne violé. Tcheleka TV, voilà. Voilà, Tseleka TV a traité le président du Sénat de populiste, de violer la loi, les règles du Parlement parce il y a eu des applaudissements. Mais ce n'est même pas le président qui a suscité ces applaudissements, c'est parce que les sénateurs étaient tellement choqués par la posture, le discours du Premier ministre que eux-mêmes, n'ayant pas eu le temps de réagir, ils ont reçu la réponse qu'il fallait du président et ils l'ont applaudi spontanément. Ça n'a rien de populisme Oui, parce mais que lorsque vous parlez de ce reportage, il faut noter tout de même que c'est un reportage, j'allais dire, anachronique, parce que dans ce reportage, on parle même de Denis Christian Sassou Nguesso, qui n'avait rien à voir avec ce qui s'est passé au Sénat. Et donc, on a bien compris que c'est un reportage commandé, soit c'est par Denis un Christian reportage Sassou Nguesso, commandé. soit par Anatole Coliné Makosso. Et c'est indécent de faire de telles choses. Et des analogies, on dit que Ngolo, dans sa lutte contre Christelle, qu'est-ce qu'il y avait à voir avec Christelle et pourquoi ce Christelle, pour parler de lui, qui a signé ces accords, quand le PCT, son parti, invite le gouvernement, il n'est pas là. Il ne va même pas à la réunion du bureau politique. Et quand le Premier ministre va pour défendre les accords qu'il a signés, il n'est pas là. Et de surcroît, on accuse Ngolo d'être en lutte contre Christelle. Mais qui est Christelle? Ngolo représente une institution du pouvoir. C'est un élu du peuple. Mais Christelle est au gouvernement par le fait d'être fils de Sassou. Ce n'est pas parce qu'il a un mérite, auprès du peuple, ni auprès de l'expertise nationale. Quelle expertise particulière Christelle détient par rapport aux autres Congolais? Il est élu à Oyo, oui, certes, mais encore, dans quelles circonstances? Mais il ne peut pas avoir conflit personnel entre Christelle et Ngolo, le président du Sénat. Bref, pour revenir à ces élucubrations, je dis, ça montre simplement que le Premier ministre peine à convaincre. Et il dit, pourtant tout le monde, c'est un problème connu de tout le monde, mais comment il peut démontrer que ce problème est connu de tout le monde alors qu'on continue à poser des questions? Alors que tout le Si monde s'oppose. tout le monde s'oppose, mais il n'y a que lui, le ministre d'État Mabiala, Pierre Mabiala, Thierry Lézin, Kiki et probablement et inévitablement le président Sassou qui connaissent réellement le fond de ces accords. Et il évoque des faits réels, mais qu'il est tout en les évoquant dans le faux. Il dit ils n'ont pour seule voie de communication avec le peuple que le journal officiel. OK, c'est vrai, mais les accords qui ont été publiés au journal officiel, il n'y a que deux. C'est l'accord sur l'exemption des visas, Les visas, oui. c'est l'accord sur la suppression de la double fiscalisation. Ce sont ces deux accords et il parle d'un accord cadre de 1984 qui a été validé par le Parlement. Mais ce ne sont pas ça qui posent problème. Les En accords fait, qui posent... une façon de vouloir désorienter le Mais c'est public. de la diversion. Il évoque des accords qui ont été régulièrement validés par le Parlement, mais ce n'est pas ces accords-là qui posent problème. Ce qui a été signé en 1984, c'est un accord cadre, mais ça ne veut pas dire que tous les accords subsidiaires sont valables. Si cet accord C'est le cadre a petit été jeu, validé, d'ailleurs, mais c'est les le autres petit... accords subsidiaires ont-ils été validés? Et plus particulièrement ce qui concerne la terre.
Et ce qui concerne la cession de Maluku, est-ce que ça a été validé? Est-ce que ça a été Et posté sur l'accord la militaire officielle? également, l'accord militaire. Mais évidemment, L'accord militaire. ça nous fait penser à ce petit jeu qu'ils ont voulu faire aux évêques de l'Église Exactement. catholique en leur présentant juste une partie de ces textes ou de ces accords, ou je ne sais pas si c'est le protocole d'accord qui leur avait été présenté, en cachant le gros morceau qui pose problème aujourd'hui, et notamment les accords sur les accords militaires, s'il faut le dire comme ça, et puis sur la vente des terres. Alors, donc vous disiez que Pardon, tout à l'heure, pardon, Christian. Oui, Pardon, Christian. Pour finir avec ça, puisqu'on a tellement parlé, et malheureusement, on en parlera encore tant que ces accords, on n'aura pas la conviction que c'est déjà annulé, on en parlera toujours. Mais je voudrais dire ceci. Quand le président, plutôt le premier ministre, interpelle les sénateurs pour dire, vous n'avez pas compris. C'est vous les mandataires qui n'avez pas compris, ce n'est pas le peuple. Mais, mais c'est tellement arrogant, une telle arrogance. Mais il ne dit pas que, quand il dit le problème économique, il n'a jamais daigné démentir la déclaration faite sur la chaîne nationale du Rwanda qui dit que le Congo a offert 980 km² de terre cultivable au Rwanda. Ils n'ont jamais démenti ça. Le Rwanda n'a pas encore démenti. Mais comment veut-il qu'on lui croie à ces gesticulations? est-ce À que, en ces le faisant, c'est gesticulations. une manière pour lui de vouloir finalement occulter le débat? Parce qu'on l'avait déjà entendu lorsqu'il est allé sur le terrain. À la fin, c'est lui qui concluait pour dire, ben, le débat est clos. C'est fini. Comme Oui, si, ben, mais voilà, il se satisfaisait de ce qu'il faisait lui-même. Et là, il vient réitérer ça devant les sénateurs pour dire, ne m'interpellez plus sur cette question. C'est une façon de vouloir occulter le débat. Mais que cache-t-il concrètement? Mais ce qu'ils cachent, c'est qu'ils ont réellement vendu les terres ou cédé. Sinon, qu'ils démentent officiellement la déclaration faite sur la chaîne rwandaise, qu'ils disent par voie hiérarchique, par voie diplomatique, ou qu'ils parlent, qu'ils prennent qu'ils aillent à la télévision congolaise, qu'ils disent ce que le Rwanda a dit est faux. Nous n'avons jamais offert des terres au Rwanda. Les 980 km, c'est un mensonge. C'est une erreur ou c'est un mensonge du Rwanda. Et En à plus, quelle fin? Anatole Et Koliné ensuite, Bakosso, ensuite qu'il démente les propos de l'ambassadeur du Rwanda quand il est allé rencontrer le ministre d'État pour revendiquer, réclamer les actes fonciers pour les terres que le Congo avait offertes au roi, à son pays. Ces deux déclarations faites par les Rwandais, une au Rwanda, à la chaîne nationale, une au Congo par l'ambassadeur du Rwanda, ils disent la même chose. Mais oui, mais le gouvernement n'a jamais démenti ça. j'étais en train de compléter votre idée pour juste rappeler aussi à nos téléspectateurs qu'une chaîne nationale, c'est en fait une institution. Donc, quand ils ont fait ce reportage, on suppose que c'est une institution responsable. Et comme ils n'ont jamais corrigé, ils n'ont jamais démenti, ça suppose que les terres, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ont été ben, vendues, puisque l'ambassadeur lui parle même des terres octroyées quand on a donné, quand on a octroyé. Et après, on vient chercher les titres de propriété. Je crois que là, on n'a pas besoin d'être expert pour comprendre les choses. Et c'est ce que Anatole Koliné-Makosso devrait expliquer aux gens au lieu d'aller voilà, s'emporter dans l'hémicycle comme il a fait la fois dernière. Et pour moi, cette attitude méritait même une mention de censure, une motion de censure. Et là, une fois de plus, et le peuple et sa représentation nationale ont choisi d'avaler les couleuvres de ce pouvoir. C'est Parce même la que preuve que finalement, c'est un parlement voilà, acquis au pouvoir, donc il ne peut rien faire pour le peuple. c'est clair, Christian. Et le peuple doit en tirer les conséquences par deux voies.
C'est dire non dès maintenant, parce que trop c'est trop, ou c'est dire, bon, respectons, on s'est trompé en élisant ces gens, même si on sait aussi comment ils sont élus, mais aux prochaines échéances, sanctionnons ce pouvoir, sanctionnons ces dirigeants, sanctionnons ces députés, ces sénateurs qui ne représentent pas fidèlement le peuple. Et parlons des sénateurs et députés qui ne représentent pas le peuple. Je ne voudrais pas oublier de faire une mention spéciale sur celui qu'on appelle le chef de l'opposition, le chef de la trahison de l'opposition, Monsieur Pascal Tchatima Tatima Biala. Biala. Celui qui a été magnifié par le monsieur Makosso. Mais je ne sais pas comment il s'est senti dans sa peau, Tchatima Biala, en s'entendant être encensé par le Premier ministre pour le rôle d'accompagnateur du gouvernement qu'il a joué. Et c'est cela, le rôle du chef de l'opposition, être l'accompagnateur du gouvernement dans les manœuvres sordides. Ça, c'est vraiment triste. Et je ne sais pas, en parlant du peuple, je voudrais également parler du LEPADES, dont il est le premier secrétaire. On pourrait dire que c'est une cuisine interne, mais là, ça devient au-delà de la cuisine interne, parce que ce monsieur porte le chapeau du chef de l'opposition congolaise. Ce qui veut dire qu'à travers lui, pour ceux qui considèrent les institutions, puisqu'il a été nommé, on va dire que si Tchatima Biala est d'accord avec le gouvernement pour défendre ces accords, c'est que l'opposition est d'accord avec le gouvernement. Mais Mais l'opposition attends, à laquelle pardon, il Jean-Pierre, appartient, Jean-Pierre Anyango, il y a un aspect de choses qu'il faut pas non plus perdre, c'est que Pascal Tsatsima Biala, actuellement, est dans une posture d'illégalité, d'illégitimité, parce que finalement, il a tellement violé, voilà, les textes de son parti. Aujourd'hui, il est contesté et au niveau de l'UPADES, les gens ne le considèrent plus comme étant le secrétaire général de ce parti. Et d'ailleurs, oui, il y a, je crois, une crise comme ça qui, oui, cette crise existe, Christian, mais il faut bien que le parti règle ce litige rapidement pour jouer pleinement son rôle, l'UPADES. Mais vous dites bien, il est dans l'illégalité. Et c'est normal. On dit qui se ressemble, s'assemble. Il s'acoquine avec les dirigeants du PCT qui sont dans l'illégalité, en commençant par leur président, qui est en violation flagrante de la Constitution, président du PCT, en même temps président de la République. Vous avez toutes les irrégularités au sein du PCT. Le PCT qui a un président qui est président de la République n'est pas sanctionné alors qu'il ne devrait pas l'être. Tchatima Biala est en irrégularité par rapport au statut de son parti et il est coopté en réalité. C'est un accompagnateur du pouvoir, c'est un accompagnateur du PCT, c'est un allié du PCT, ce n'est plus un secret. Donc, il ne peut plus représenter l'opposition. Pour nous qui sommes à l'opposition, Tchatima Biala n'est pas le représentant de l'opposition. Mais pour les gens de l'UPADES, ils devraient s'en démettre, sauf ou bien ils signent des alliances officielles, régulières avec le PCT, ils appartiennent à la majorité. Regardez, il n'y a même pas des gens du PCT qui montent au créneau pour défendre ces accords. Mais il n'y a que Mabiala. Et le Premier ministre l'a congratulé. Je crois qu'il a déjà eu sa prime. On ne sait pas combien de milliards. probablement qu'on lui a proposé un futur poste, pourquoi pas, au gouvernement congolais. Alors, on va terminer, nous sommes à la fin de l'heure. Jean-Pierre Anyangoy, je vous laisse donc conclure sur cette question. Que peuvent encore attendre les Congolais de ce pouvoir? Christian, on n'attend plus rien de ce pouvoir. On ne peut plus rien attendre de ce pouvoir. On attend plutôt le peuple, nous autres partis de l'opposition,
de nous organiser pour mettre ce pouvoir hors d'état de nuire, le dégager, le chasser par tous les moyens. Je répète, même si on doit euh, nous arrêter, puisque ce pouvoir est fort pour arrêter ceux qui parlent et qui parlent vrai, Et pendant que d'ailleurs, les pardon Jean-Pierre Agnagol, voleurs, nous apprenons que certaines personnalités, j'allais dire, nous apprenons que certaines personnalités politiques, notamment de l'opposition, sont menacées de mort. Tous ceux qui s'opposent en fait à ces accords, qui tentent de les dénoncer, sont aujourd'hui ciblés par le pouvoir en place. ben, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous sommes conscients de ça. Mais j'en parle pour que l'opinion aussi nationale et internationale le comprenne. Et ceux de nos patriotes, compatriotes qui pensent que l'opposition ne fait rien. Mais nous sommes sur le territoire, là on parle, et on leur dit ce que nous pensons. Mais ils ne viennent pas nous démontrer le contraire de ce que nous disons, mais ils préfèrent chercher à nous faire taire par des intimidations et par des menaces réelles, et sinon par des arrestations, l'empoisonnement, disons l'assassinat politique. Mais nous appelons le peuple qui doit nous soutenir et qui doit s'organiser avec nous pour chasser ce pouvoir. Que ce soit maintenant, parce qu'il y a un moment donné, on dit il y a un verre, une goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et je crois que cette goutte d'eau est déjà dans notre vase. Mais sinon, alors, supportons encore, ne nous plaignons plus, surtout le peuple, qui ne se plaignent plus parce que ce pouvoir n'a pas de cadeau à leur faire. Ils sont là, ils restent, ils gèrent comme ils font pour se servir. Ils sont en train de partager le gâteau et tant que ce gâteau existe, ils seront là comme des sangsues en train de sucer le sang du peuple congolais, les richesses du peuple congolais. Et c'est au peuple, avec ses dirigeants qui sont dignes, même si on peut dire qu'il y a des gens corrompus, mais je ne pense pas qu'on peut corrompre tout un peuple. Et ce peuple doit savoir détecter en son sein ces dignes fils qui ne manquent pas et les soutenir. Merci Jean-Pierre Agnango. Je rappelle que vous êtes ingénieur des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des Alors, RTG. Pardon, Christian, oui. quand tu parles de ça, souvent j'ai des jeunes collègues, des vieux, qui me disent, oui, mais président, on vous dit toujours ingénieur. J'ai terminé ma carrière en tant qu'ingénieur en chef des eaux et Ah, forêts. Alors, il y en merci a qui pour. veulent entendre ça, qui me disent, non, monsieur le président, vous n'êtes pas ingénieur comme tout le monde, vous êtes un ingénieur en chef. Vous êtes sorti ingénieur en chef avec plusieurs échelons. Ça, c'est Merci un beaucoup pour. mais ce n'est pas Merci. votre faute. C'est moi-même, par modestie, je n'ai jamais cru que c'était important, ce détail. Non, mais Mais c'est beaucoup important. Beaucoup ceux qui important. m'écoutent souvent m'ont dit, mais président, on vous dit toujours ingénieur. Nous, on est ingénieur, mais on n'est pas ingénieur comme toi. Toi, tu es ingénieur en chef. Merci beaucoup pour cette précision qui est très importante d'ailleurs en termes de communication, évidemment. C'est très important de le rappeler. Et donc, je disais, ingénieur en chef des eaux et forêts, ancien secrétaire exécutif des aires protégées l'Afrique centrale. Vous êtes président du Parti du Peuple. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Et j'ai retenu aujourd'hui que, et c'est ce que vous avez rappelé, la souffrance est optionnelle. Et donc, c'est un choix. Les Congolais doivent réfléchir à ce sujet. C'est aux Congolais de décider de leur sort et de leur avenir. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore accompagnés. Mais comme d'habitude, et je ne cesserai de vous le rappeler, de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo et partager massivement cette émission. Aidez-nous à améliorer notre visibilité. C'est le concours que vous nous apporterez, bien sûr, dans cette activité médiatique. Merci et à très bientôt.